Eh bien, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, Patrick a accepté très gentiment mon invitation pour vous parler aujourd'hui de l'art de la négociation, dont il est expert, et bien évidemment de l'art de négocier son salaire. Donc, merci beaucoup Patrick d'être là. Je sais déjà qu'on va passer un joli moment tous les deux. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie et qui remercie tous nos auditeurs de me recevoir. Alors, je te laisse te présenter du coup, donc nous dire qui tu es, et je me présenterai après et on commencera à parler des négociations ensuite. Vas-y. Ben, écoute, qui je suis, ça c'est la question la plus difficile à laquelle on pourrait répondre. Professionnellement, je suis directeur juridique travaillant pour une multinationale. Je suis expatrié à Londres et je m'occupe d'une soixantaine de pays qui couvrent l'Afrique, le Moyen-Orient et les pays du Caucase, ou les ex-pays du Caucase, comme on les appelle. Donc, en tant que directeur juridique, une de mes fonctions principales, c'est justement la protection des intérêts de l'entreprise. Et dans le cadre de mes 20 années d'expérience, j'ai développé une expertise pour tout ce qui est négociation. Pour tout ce qui est négociation, tant en période de crise qu'en période on va dire, en période calme. Donc, oui, j'ai ce volet-là. Et parallèlement à cela, je donne des conférences. Je donne des conférences tant sur le développement professionnel, sur la gestion de crise, que sur la négo, justement. Donc voilà qui je suis. Je suis expatrié à Londres. Et puis voilà. Et tu as un magnifique chapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick. Alors pour ma part, donc, je m'appelle Aurore Margotin-Schmidt, je suis coach emploi engagée depuis maintenant plus de 10 ans auprès des personnes qui elles-mêmes veulent évoluer pour retrouver un emploi qui leur ressemble. Et j'ai choisi pour le fil des possibles sur YouTube de recevoir des belles personnes comme Patrick pour partager avec vous des astuces, des expériences, de l'énergie, des idées, voilà, vraiment être dans le partage pour vous aider à appréhender une technique, appréhender un thème en recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, la négociation. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que l'art de la négociation, Patrick? Comment tu définirais cet art? Merci déjà d'utiliser le terme art de la négociation. Parce que c'est non seulement, c'est à cheval entre une science et puis une certaine dextérité. Une science parce qu'il existe des outils qui facilitent la négociation. Donc des outils de lecture du cadre de négociation, des outils de positionnement de la stratégie de négociation. Mais ça va dépendre toujours de la dextérité du négociateur. Donc effectivement, c'est un art. Et c'est quoi cet art? Je dirais que c'est l'art qui traverse toute notre vie. C'est l'art d'obtenir ce qui est important pour nous et de l'obtenir des autres, sans utiliser ni violence, ni dol, ni fraude. Nous rentrons, la négociation, c'est une sorte de danse où chaque partie a son intérêt. Et comme dans toute la danse, on cherche l'harmonie pour qu'à la fin, on puisse partir chacun de son côté, satisfait d'avoir obtenu ce qu'on recherchait dans cette interaction-là. Donc, pour toujours suivre donc la définition artistique, je dirais que c'est cela pour moi la négociation. La négociation, c'est de danser avec l'autre afin que chacun puisse obtenir les objectifs ou les perspectives qui s'est fixées. Il ou elle se serait fixé. Donc, quelque part, ce que tu nous dis, c'est que l'art de la négociation, c'est effectivement un vrai savoir-faire. Et puis, ça va être aussi nous qui allons porter cet art-là pour qu'elle fonctionne ou pas. Donc, le but, c'est que ça fonctionne. Et moi, j'aime bien ton idée de danse. Ça veut dire que ce n'est pas l'un contre l'autre, hein, comme souvent on peut entendre. C'est que c'est vraiment une danse qu'on va faire ensemble, où chacun va agir pour ses propres intérêts, ce qui est normal. Et on va essayer de trouver des compromis ensemble pour, comme tu disais, repartir l'un et l'autre, satisfait des arrangements et que finalement, il n'y en ait pas un qui se sente lésé. Je pense que c'est peut-être important dans la négociation que les personnes se sentent pas, qu'elles se sentent écoutées,
pas lésé, et peut-être cette notion de gagnant-gagnant, du coup. Comment tu nous expliquerais ça? Et oui, c'est important parce que après, il y a différentes écoles de négociation. Vous trouverez des gens qui vous diront, c'est tout pour moi. Ce type de négociation, vous pouvez le mener si vous êtes sûr de ne plus revoir la personne. Ce n'est pas notre valeur. Voilà, j'ai rencontré des gens comme ça dans ma vie professionnelle. Une fois que vous négociez avec elles, vous n'avez plus envie de leur parler parce que après, il n'y a pas de relation. Vous n'avez pas envie. Voilà. Et donc, ça existe. C'est une école, mais ce n'est pas une école qui va servir le thème que nous voulons aborder. Il y a la négociation, ce n'est pas non plus la force. Voilà. C'est pas imposer à l'autre ce qu'on veut. La négociation, c'est de s'assurer qu'on obtienne ce qu'on veut et que l'autre obtienne ce qu'on veut. Et quand les deux, on sauve une relation. C'est ça. Et c'est cet aspect de sauver une relation qui souvent aide même la négociation à réussir quand on a cet intérêt en vue. Donc, oui, ça doit être essentiellement du gagnant-gagnant si on veut avoir une belle négociation et sortir avec des amis, avec des gens avec qui on peut faire autre chose. Maintenant, si on veut avoir une négociation toute pourrie, qui va certainement échouer, on peut prendre le côté de la violence. Mais imaginez-vous une danse où vous passez votre temps à marcher sur les pieds de votre partenaire. À un moment donné, il ou elle va s'arrêter de danser. Et c'est en ce moment qu'on dit, écoute, la négociation a échoué. Et ça existe. Tellement de fois, les négociations échouent. Donc, du 50-50, du 50-50, je ne sais pas, mais du gagnant-gagnant sûrement. Oui. Donc, il y a vraiment une dimension d'écoute et c'est de comprendre aussi l'autre, d'être en tout cas dans cette synergie-là pour trouver les meilleurs compromis. Évidemment, bon pour soi, c'est quand même l'objectif, mais tout en prenant en compte la réalité aussi de l'autre et en étant du coup, on va dire, ambitieux, oui, mais réalisable aussi. Tout à fait, tout à fait. Et comme je disais, il y a l'aspect d'extérité qui va vous venir avec le temps. C'est comme tout dans la vie. On n'a pas la dextérité d'un Fred Astaire à la danse du jour au lendemain ou d'un James Brown. Mais à force de s'entraîner, on y arrive. Mais à côté de cela, il y a des outils. Donc, tout à l'heure, on a dit, est-ce que c'est du 50-50? Ça dépend. On a des négociations dans lesquelles on va chercher le compromis. Il y a des négociations dans lesquelles on va être un peu plus pushy, comme on dit en anglais. On va pousser un peu plus. Il y a des négociations où on va savoir qu'on n'a pas intérêt à pousser. Ou il y a des négociations où il faut juste lâcher prise. Donc, ça, c'est un outil mais pour évaluer cela, on va tenir compte des intérêts en jeu pour les parties en présence, du degré émotif ou émotionnel qui porte la négo, parce qu'il y a des négos vraiment difficiles. Vous n'allez pas négocier un contrat, une fin de contrat comme on négocie un début de contrat, par exemple. C'est vrai. Donc, il y a des outils pour positionner la négociation et comme on en vient à la négociation de salaire, on pourra en parler un peu plus. Oui. D'accord, super, merci. Est-ce que tu négocies comme un James Brown alors? Je pense qu'il a beaucoup plus d'énergie. il a beaucoup plus d'énergie, ça c'est important dans la négo. Oui. On essaie. Mais il y a des James Brown de la négociation qui existent. Disons qu'on est des danseurs décents, on va dire ça. En tout cas, moi j'aime vraiment l'idée de danseur parce que ça montre aussi à quel point on est acteur de ce moment-là. On est vraiment acteur et notre façon d'interagir et de bouger va influencer la façon d'interagir et de faire bouger l'autre. Donc l'autre va être finalement un peu le reflet de nous-mêmes. Si peut-être que nous-mêmes, on y va en force, en pression et sans écoute, peut-être risque-t-on d'avoir la même chose en retour et comme tu disais, de se marcher sur les pieds et que finalement, peut-être que voilà, ça sera... Tu as tellement bien résumé. Tu as tellement bien résumé, on pourrait même arrêter là. Celui qui comprend ce que tu viens de dire a fait 99% de la négo. C'est de l'action-réaction. Oui. C'est de l'action-réaction. Et donc, forcément, l'autre réagit à mes moves et réagit à ce que je suis. Donc, je dis toujours que si une négociation échoue, c'est dû à 100% au négociateur. Oui.
parce qu'on a des négociations dans tous les domaines de la vie. Bien entendu, il y a des faits qui sont hors de contrôle, mais quand on observe et quand on regarde les négos, le simple fait que la personne accepte de venir à la table de négociation est déjà une grande ouverture. Donc, si on échoue, il faut se remettre en cause, ne pas se laisser abattre, tirer des leçons. Et puis, ben, c'est comme la danse. Souvent, on fait des pirouettes, on tombe, mais il faut continuer. C'est ça, super. C'est cela. Comment toi, tu as appris à négocier du coup? Comment tu as appris à devenir ce négociateur que tu es aujourd'hui? Comment tu as commencé? Comment t'en es venu à aller dans cet art-là? Comment tu as fait, toi? Ça, c'est une belle question parce que je ne saurais pas te dire que j'ai fait A, B, C. Bon, premièrement, de mon métier de juriste, c'est quelque part partie de notre, on va dire, de notre ADN. Donc, certainement, ça commence là, mais je pense que ça commence beaucoup plus loin. Ça commence dans notre approche de la relation humaine. Bien, ouais. Dans notre approche de la relation humaine. J'ai toujours été fasciné par la psychologie, aujourd'hui les neurosciences, les sciences cognitives, au point où, une anecdote, quand on était plus petit, plus jeune, quand on se promenait, qu'il y avait un chien qui était laissé en liberté, qui nous poursuivait, comme on dit, tout le monde fuyait, mais à 80% du temps, moi, je me retournais et puis je me mettais à caresser le chien. Et tout le monde se disait, mais tu es fou et tu vas te faire mordre. Mais parce que je prenais toujours le temps de regarder quelle était la posture du chien. Était-il en train de s'amuser ou il était vraiment agressif? Donc, est-ce que le poil de son dos était hérissé? Est-ce qu'il avait la queue tail de kill, comme ils disent en anglais, qui jouait, qui faisait le yo-yo? Donc, en lisant ça, j'étais en égo avec le chien parce qu'il m'envoyait des signaux. Et ceux qui ne comprennent pas ces signaux ne voient qu'un chien qui court. Super. Et ça m'a toujours suivi. On rentre dans des salles de négo et il y en a qui ne voient que des lions de l'autre côté de la table, là où souvent c'est de gros nounours. Et puis, je suppose qu'ils nous voient pareil. Donc, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à comprendre que l'être humain n'est pas une machine. Très difficile de négocier avec les machines. Elles ne savent pas ce qu'elles font. L'être humain, il a plusieurs dimensions. Si on apprend à lire ces dimensions-là, et comme tu as dit, le mot écoute, et l'écoute, c'est pas simplement écouter ce qui est dit, mais également ce qui n'est pas dit. Donc, je pense que je tiens mon amour de la négo de là, et puis, Dieu faisant les choses, on est tombé dans un métier qui nous a permis de façonner cela au fur et à mesure des années. Et puis voilà, et puis on est tout heureux avec. Après, maintenant, on a appris les outils, on a conçu des propres outils, parce qu'après 20 ans, j'ai conçu 1 ou 2 outils qui me sont propres, qui me permettent de m'en sortir dans 2 ou 3 situations. Comme tu disais, de connaître le type de personne, qu'est-ce qui est peut-être important pour eux, le type de levier. Donc ça, tu m'en avais parlé effectivement en off. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est clé. Et au-delà du type de personne qui est en face, connaissez-vous vous-même d'abord. Parce que nous avons tous ce que j'appelle un profil de négociateur. N'envoyez pas, vous savez, chez nous en Afrique, on a encore la cérémonie de la dot, qui consiste pour l'homme ou pour la femme, pour l'homme généralement, je sais que c'est interdit par la loi française, mais qui consiste pour l'homme de faire des cadeaux à la belle famille. Ça, c'est ça qui est interdit par la loi française? C'est faire des cadeaux à la belle famille? En tout cas, même chez nous, la loi l'interdit, mais la pratique traditionnelle est plus forte. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est tout un rituel. Oui. Et donc, quand on vient demander la main, il faut envoyer un négociateur, par exemple, qui n'a pas un profil de bagarreur. Je comprends. Il faut vraiment envoyer le conciliant à fond. Donc, pour dire qu'on a tous un profil de négociateur, quel est le vôtre? Est-ce que vous avez une tendance à fuir la négo, donc à accepter, à rester passif dans la négo, à accepter ce qui vous est mis dessus, ou vous avez une tendance à être conflictuel dans la négo, c'est-à-dire, pour vous, tant qu'il n'y a pas de conflit, on n'est pas en négo, en fait. Ou bien, vous êtes... désolé, j'ai quelques
bruit d'avion. Ou bien vous êtes quelqu'un qui sait changer de profil selon l'environnement de la négo. Et c'est ce que chacun devrait pouvoir accomplir. Ce n'est pas moi qui détermine les conditions de la négo, ce sont les conditions de la négo qui vont déterminer le chapeau que je vais porter. C'est ça. Voilà. Et ça c'est important, donc, de se connaître soi-même déjà, pour dire, écoute, j'ai tendance à faire ça, mais ici, peut-être que ça requiert un autre skill. Voilà. Et ça, connaître ses réactions, savoir comment on interagit, connaître nos propres limites aussi, c'est super important. Tout à fait. Tout à fait. Et tu as dit quelque chose d'important, on voulait le garder pour un peu plus tard, mais écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit, on peut fuir. Alors, on peut peut-être fuir quand on sait qu'il n'y a aucune peut-être négociation, que la personne est fermée, qu'il n'y en a pas. Peut-être dans ce sens-là de fuir. Et il y a peut-être aussi l'autre pendant où par manque de connaissance de soi, par manque d'affirmation de soi et quelque part de confiance en soi, on va essayer de négocier, mais quelque part dans notre tête, on part déjà perdant en se disant « Ouais, ça ne marchera pas, je n'obtiendrai pas ce que je veux. » Parce qu'en réalité, au fond de soi, il y a un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on croit qu'on a le droit d'avoir. Enfin, pour dire ça comme ça. Et si on n'est pas certain et convaincu de notre… J'en ai chair de poule. Si on n'est pas certain et convaincu de notre valeur, de ce qu'on va apporter à l'entreprise, de ce pourquoi finalement on nous paierait, et du bon travail qu'on va réaliser, si ce n'est pas OK dans nos têtes, et ben effectivement, on peut essayer de négocier, mais je pense que dans ce cas-là, on va lâcher du terrain, on ne sera pas acteur de la négociation, et ça peut être même pénalisant pour nous, dangereux pour nous aussi. Tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison. On rentre en négociation avec nos a priori. Ouais. Donc, autant rentrer en négociation en sachant exactement ce qu'on est prêt à accepter, à supporter. Oui. Et généralement, la fuite peut être deux choses. Comme je dis, en face, on peut avoir, et pour rester dans le cadre de l'employé, on a beau nous dire que nous sommes des offreurs d'emploi, mais la majorité d'entre nous peut-être n'a pas atteint le niveau de maturité pour parler de chiffres sans se sentir gêné. Oui, en plus. Donc, on part en disant oui, non, écoute, s'ils m'ont proposé ça, c'est certainement ce qu'ils peuvent faire. Et ça c'est récurrent. Et je sais que dans le milieu francophone, on n'est pas de gros négociateurs de salaire parce qu'il y a toujours cette relation à l'argent qui est tabou. C'est ça. Qui est tabou, qui dit non, mais si je force trop, est-ce qu'ils ne vont pas aller prendre quelqu'un d'autre? Écoutez, s'ils veulent aller prendre quelqu'un au rabais, c'est qu'ils vous ne méritez pas. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire d'aller demander une Ferrari comme voiture de fonction. Et pourquoi entendons-nous bien. Ça dépend si on travaille pour Ferrari, peut-être. Oui, tout étant relatif. Tout étant relatif, par ailleurs, oui, peut-être, mais le tout est d'être dans la circonstance. Ouais. Dans la circonstance, et donc de venir préparer, justement. On part dans les négos sans venir préparer. Moi, je dis toujours une chose, je regarde mon niveau de vie, je regarde mon salaire actuel, je regarde mes compétences, et puis j'ai mon prix en tête. Ça veut dire aujourd'hui, si quelqu'un vient et toque à ma porte, je sais à quel niveau je risque de commencer à regarder son offre. Je comprends. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des préparations de long terme. Donc, il ne faut pas hésiter à toujours avoir ce que j'appelle sa fiche de prix, quelque part, de dire, OK, aujourd'hui, voici ce que je vaux sur le marché, voici ce que je pense que je dois valoir, et puis donc faire ces petits exercices de collecte d'informations pour savoir, parce que souvent on vient, on pense qu'on vient avec un super prix. Et je te donne l'anecdote, je suis auditionné pour un job dans une certaine industrie. Et puis, moi, je viens avec mon salaire, je mets genre 20% dessus. Je me dis, ça va, quoi. 20%, ça va, je m'en sors. Et puis, la dame me dit, et puis moi, je lui annonce ça tout heureux, là. Elle me dit, oh oui, mais c'est que ça va. Là, tu vois la réaction? Ça veut dire que clairement, je t'ai venu pas préparé. Et elle me dit, non, on va augmenter votre offre parce qu'elle est trop basse. Parce qu'en même temps, c'est une industrie difficile. Okay? Et moi, je pensais que j'étais en train de faire le share. Donc voilà, je suis venu clairement pas préparé.
Et parce que j'ai tout regardé de mon point de vue, il aurait fallu que je m'approche des gens qui sont dans l'industrie pour demander à peu près la marge de prix, faire des recherches sur Internet, voir comment ils payent, et ainsi de suite. Donc, venir préparer évite de mal entamer. Et comme on parle de salaire, négociation de salaire. Bah, effectivement, là, il y a plein de choses en tête. Je vais juste revenir sur un point, c'est que tu l'as très très bien dit, c'est que l'argent est tabou, en tout cas en France. Et on a cette éducation-là que si on ose aborder ce sacro-saint, on va se décrédibiliser, ça va être une catastrophe. Après, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que si vous-même, vous êtes à l'aise avec la question, vous serez donc à l'aise dans la négociation et dans ce qui va advenir. Voilà, c'est vraiment, tout va partir de vous. Si vous êtes mal à l'aise avec la négociation, le fait d'en parler, vous mettrez l'autre aussi, je pense, mal à l'aise. Et il va y avoir du coup peut-être une danse qui sera peut-être un peu compliquée. Une danse gênante, c'est typiquement la danse de je t'invite à danser, tu n'as pas envie de danser, mais bon, on fait semblant et puis tout le monde attend que la musique finisse. C'est ça. Okay? Tu vois, c'est grand moment de solitude où la dame a la tête ici, le monsieur a la tête là, on attend juste que la musique finisse. Et tu l'as dit, il ne s'agit pas forcément d'argent, il s'agit de rémunération. C'est ça. Et je préfère ce terme-là, peut-être que j'ai utilisé le terme argent pour choquer les gens, mais il s'agit d'un service en face et d'une rémunération en face. Au juste prix. Le juste prix. Et je ne dirais même pas le juste prix, parce que le prix encore, tu sais, on dit, ah, j'ai pas de prix, on a un coût, on a un prix. Tout c'est le prix. Donc voilà, il s'agit de mettre en face la juste rémunération qui permet pour moi d'estimer que mon travail, je délivre ce qu'il faut. Parce que l'autre chose qu'on fait, et comme on est sur la question de comment j'évalue ce juste prix pour être à l'aise, souvent on évalue ses performances actuelles. C'est ça. Mais on ne fait pas attention à son potentiel. OK? Et je dis toujours aux gens, on va la négocier en ayant ses performances actuelles. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire gagner de la rémunération. C'est votre capacité à expliquer votre potentiel. Exactement. Parce que c'est là où se trouve la marge de l'entreprise. C'est là où elle va faire du profit grâce à vous. Pour dire, écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis directeur juridique, je couvre 60 pays. Ça suppose que j'ai une connaissance assez pointue des différentes zones de juridiction. Je sais aborder les problèmes à l'international, mais ça, c'est ma performance actuelle. Mais je ne vais pas aller postuler pour retrouver un job de 60 pays. Je vais maintenant dire, écoutez, donnez-moi le monde. C'est en ce moment que je dois les convaincre que j'ai de la marge. Je dois pouvoir leur vendre ça. Donc, la capacité à vendre votre potentiel, plus que vos performances, qui doivent être impeccables, hein, on s'entend bien. Plus que vos performances, c'est ce qui fait, c'est ce qui pèse dans la balance quand on évalue combien on doit vous payer. Oui. Donc, voilà. Justement, comme tu l'as dit, on peut demander déjà son réseau. Alors, on peut demander à son réseau si elle connaît l'entreprise, voilà, de voir un petit peu les salaires pratiqués. Il y a des simulateurs sur Internet qui sont très bien faits où on peut voir aussi les prix médians, en tout cas en France. On peut analyser les offres d'emploi pour là aussi comparer en termes de taille, en termes de salaire. Donc, c'est aussi une façon de pouvoir avoir une marge, enfin, une idée du prix pratiqué. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, tu l'as dit, il y a le contexte économique, enfin, il y a on va dire la juste rémunération par rapport à ce que l'entreprise peut donner. Si c'est une grande entreprise ou une petite association, évidemment, il n'y aura peut-être pas non plus les mêmes moyens. Mais aussi vous-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous avez fait par le passé, mais pour pouvoir justement le valoriser dans le futur et montrer, comme tu l'as très justement dit, tout le potentiel que vous avez. Donc, le problème, c'est que souvent, les gens ne parlent que de leurs tâches. Les gens disent « Ah oui, je sais manager. Ah oui, je sais faire de la commande numérique. Ah oui, je sais négocier. Ah oui, je sais. » Et en fait, les gens, comme ils ne parlent que de leurs tâches, le recruteur se projette peut-être moins fortement avec eux. Et au niveau de la négociation, finalement, la juste rémunération, ça reste la rémunération de la tâche. C'est ça, et pas du bénéfice qu'on va apporter. Donc ça, c'est aussi important de recadrer ça, c'est que vous ne parlez pas de la juste rémunération par rapport à ce que vous êtes capable de faire en termes de tâches,
mais c'est vraiment de la valeur ajoutée qui est la vôtre, c'est vraiment du résultat que vous êtes capable de faire. Donc pour ça, là aussi, il y a toute une méthodologie pour poser son expérience, poser justement ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et ce que vous avez réussi à obtenir comme résultat. Quelle est la valeur? Et c'est sur cette valeur-là que vous allez négocier. Je pense que tu seras d'accord, je voulais vraiment voilà, en reparler, mais c'est vraiment sur cette valeur-là que vous allez négocier, pas sur les tâches que vous êtes capable de faire. Tout à fait, tout à fait. Une fois que vous répondez à cette question, vous vous installez très bien vis-à-vis de vous-même. Voilà. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, je dirais, j'ai obtenu si, mais écoutez, messieurs, j'étais juste à 30% de mes capacités. Oui. Aujourd'hui, vous me recrutez, on va passer à 100% de mes capacités si, bien sûr, l'environnement que vous me vendez est celui qui existe. Donc là, vous leur remettez la pression. Et maintenant, du coup, ils se disent, écoutez, ce monsieur à 30%, voici ce qu'il valait, et il y a encore 70% de marge. Donc, si je multiplie, ça veut dire qu'il vaut 3 fois ce qu'il valait avant. Et il y a ce qu'on appelle en façon de fonctionner dans l'esprit, on appelle l'ancrage. Oui. Il faut arriver à ancrer le recruteur sur un montant qui est suffisamment élevé ou sur des critères qui sont suffisamment élevés, de sorte à ce que quand on arrive au juste prix, il n'aille pas trop bas. C'est la même technique qu'utilisent les agents immobiliers. Ils vont commencer par vous montrer une maison qui vaut 2 millions d'euros. Et puis par derrière, ils vont vous en refiler une qui vaut 500 000 euros. Vous ne vous rendrez même pas compte que vous avez payé 20% plus cher. Parce qu'ils auront fait l'ancrage. Donc, ça contribue aussi à connaître, comme je dis, les techniques de négociation. Ça, ce sont des outils de négociation qui facilitent la conversation. Maintenant, il ne faut pas l'ancrer trop haut pour ne pas qu'il fuit. Donc. Ah non, sinon, ça, effectivement, il va fuir, on sera décrédibilisé et c'est cela. Ça pas... Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, vous pouvez aller voir sur YouTube une chaîne que j'aime beaucoup. Ça fait des années qu'elle existe et ça s'appelle Crétin de cerveau. J'adore le dire. Crétin de cerveau, c'est vrai en plus. Allez-y, non, c'est pas une blague. Allez voir. Mettez pause si vous voulez aller voir. Et il parle des biais cognitifs. Parce qu'en fait, très peu de gens connaissent les biais cognitifs. Et effectivement, le biais d'ancrage est un biais cognitif. Voilà. C'est comment je vais ancrer un prix et inconsciemment, la personne chez qui je l'ai ancré va tendre à s'y rapprocher. Donc voilà, je vous laisse voir la vidéo, elle est juste super bien faite. Donc, Crétin de cerveau sur YouTube, le biais d'ancrage. Et justement, c'est très, très bien expliqué, c'est très, très bien. Il y a même un exemple à la fin qui est assez marrant pour prendre conscience soi-même de ce biais d'ancrage, pour le vivre soi-même. Donc vraiment, je conseille ce visionnage-là. Bonjour, Crétin de cerveau. J'ai rien à gagner. Voilà. Ah, super. Et je voudrais revenir juste sur un truc de tout à l'heure, sur ce que tu as dit, c'est la demande. C'est-à-dire que non seulement en France, en termes d'éducation, l'argent est tabou, mais en plus, on est vraiment éduqué en France à ne pas demander, à ne pas poser de questions. Ce n'est pas bien de poser des questions. Tu n'as pas à dire ce que tu veux, c'est pas bien. Tu attends qu'on te dise, tu attends. Et du coup, il y a ce côté attentiste où on a plein de désirs, plein d'envies, plein de demandes. Mais notre éducation, en tout cas la française, je ne sais pas les autres pays, mais en tout cas la française, on va venir nous taire par rapport à ça. Et ce qui fait que ce n'est plus naturel, alors que c'est très naturel chez les enfants. Mais en grandissant… C'est très naturel, on commence par ça. Mais c'est totalement naturel. Et en grandissant, en les éduquant, on va nous mettre dans un moule qui, en fait, on va intégrer le fait que poser des questions, c'est pas bien. Demander quelque chose, c'est pas bien. Alors, très, très sincèrement, déjà, si quelqu'un vous dit non, c'est pas non à vous, c'est juste non à votre demande. Donc déjà, vous n'êtes pas votre demande, c'est juste important de bien le remettre aussi. Et vous avez le droit de poser une question. Vous avez le droit de faire des demandes, si elles sont bien formulées, bien évidemment. Hein, si on dit tu donnes combien par mois là? Moi, je veux plus. Évidemment, ça ne va pas marcher. Hein. Il y a une façon de… Il y a la forme, c'est la question de la forme de la demande. Et ça, c'est crucial. C'est primordial. Alors, c'est primordial. Il y a comment on demande les choses. Et puis aussi, une fois de plus, d'être convaincu que votre demande est légitime. C'est-à-dire que si, une fois de plus, vous manquez de confiance en vous, vous ne savez pas finalement la valeur que vous allez apporter à l'entreprise, et bien là aussi, ça va peser dans la balance, vous n'allez pas oser faire cette demande-là. Donc, il y a toute une problématique autour de la demande qui est aussi à faire péter.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et par exemple, la demande, quelle technique j'utilise ou que j'ai utilisé quand il s'est agi de moi-même? Quand je fais ma demande de prétention salariale, quand on revient, donc bien sûr, désormais, je fais mon travail après avoir eu ce petit couac pour avoir proposé trop bas, je fais mon petit travail et puis surtout, je regarde ce qui va me satisfaire. Okay? Après, quand je rentre dans l'industrie, il se peut que je me sois fait avoir ou pas, mais l'essentiel, c'est au moment de la négo, si j'ai bien fait mon travail. Donc, ma demande, je ne la fais pas simplement sur le montant fixe, je vais dire le montant en chiffres. C'est ça. Parce que n'oublions pas, et souvent, beaucoup oublient on va dire par négligence, que le salaire, c'est pas seulement ce qui est payé en cash, ce sont les avantages en nature. C'est si vous avez suffisamment de seniorité, c'est le bonus de recrutement qu'on appelle welcome bonus. C'est la prise en charge de l'éducation de vos enfants, de ci, de ça. Donc, il peut y avoir autour d'une offre tellement de choses que vous pouvez négocier qui, à la fin de la journée, deviennent de l'argent en moins que vous aurez à sortir de votre salaire principal. Donc, et aujourd'hui, il y a cette notion de global remuneration, total remuneration, c'est votre salaire n'est pas simplement ce qui tombe à la fin du mois. Après, savoir si cette entreprise offre un système de pension retraite, s'il vous offre des abonnements gratuits à la gym, à un club. Ça peut être juste la voiture de fonction, un téléphone. La voiture de fonction, téléphone. Donc, il faut vraiment assurance. Il faut vraiment aller à la négo en ayant tous ces points à ticker. Parce que selon que ces points sont à l'intérieur ou non, ça va vous donner un levier. Par exemple, si je annonce un montant qui est trop élevé et je dis, ben, écoutez, je veux ce montant, ils me disent, non, c'est trop élevé. Je dis, ben, écoutez, voici ce que moi je perds en venant chez vous. Vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Je n'ai pas mon abonnement au Club Med. Je n'ai pas mes vacances à Miami. Tout ça, je les avais. Donc, ça aide également à soutenir le niveau de rémunération que vous allez demander. Et peut-être qu'ils peuvent faire des efforts dans les avantages en nature beaucoup plus facilement qu'ils pourraient les faire sur une grille salariale qui est souvent est figée aussi, il faut le dire. Oui, il y a une grille salariale. Et justement, par rapport à ce que tu as dit, au niveau de la négociation de salaire, c'est déjà avoir deux prix le plus bas, c'est-à-dire sous celui vous ne descendrez absolument pas, parce que votre style de vie, vos dépenses, l'éducation des enfants, les activités, à un moment donné, voilà, si vous n'avez pas tel salaire, vous serez dans le rouge et ce n'est pas le but non plus. Donc, avoir vraiment un prix plancher sous lequel jamais, mais jamais vous ne descendrez. Ça, c'est important de s'en rendre compte pour ne pas faire des dégâts lors d'une prise de poste et d'avoir conscience de ça. Et puis, effectivement, avoir un prix élevé le plus haut possible par rapport à l'analyse qu'on a pu avoir, par rapport à l'analyse des offres, de notre réseau, de ce qu'on en connaît, pour avoir le prix effectivement le plus élevé. Et à partir de là, de pouvoir, en fonction de l'entreprise, comme tu disais, définir la juste rémunération par rapport à nos responsabilités, à la valeur qu'on va apporter, et 10% supplémentaire peut-être, histoire d'avoir une petite marge de négociation. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu as bien posé un des principes en négo. En négo, il faut se donner de la marge. Il faut se donner de la marge. Quand on avance, on arrive à tenir sur des positions, sur un fil. Mais d'une façon générale, il faut se donner de la marge. C'est-à-dire, je rentre en négo, l'autre en face doit avoir le besoin d'avoir gagné quelque chose. Mais ça, c'est très, on va dire, négociation occidentale. Par exemple, si vous négociez avec un Chinois, il espère que le prix que vous lui donnez soit votre last price. D'accord. Il ne va pas rentrer dans des négos pour dire tu m'as donné ça et puis après on va descendre. Non. Pour lui, il estime que c'est le prix. Et donc, il y a aussi l'aspect culturel autour de la négo. Donc, mais d'une façon générale, on est dans une zone assez occidentale. Donc, oui, aménagez-vous de la marge. De la marge, pourquoi? Parce que, comme dans toute danse, il faut laisser un peu de place à l'autre. C'est bien ça.
il faut laisser un peu de place à l'autre, un peu de lumière. Vous ne pouvez pas être la seule personne qui vient qui dise, écoute, moi, je veux 1000 francs, je veux 1000 euros, et c'est tout. Si tu ne me donnes pas ça, ça peut traduire, que vous n'êtes pas un bon négociateur alors qu'ils sont en train de vous recruter. N'oublions pas que la négo fait partie du recrutement. Oui. Et si vous montrez que vous êtes un bon négociateur, ça augmente votre valeur à l'entrée. C'est ça. Et or, si vous lâchez trop vite, ça montre que celui-là, s'il a lâché trop vite comme ça, peut-être qu'il ne va pas défendre la boîte comme il faut. Mais aussi, si vous êtes buté comme un burrito, je ne sais pas quoi, un burrito, ça ne va pas le faire. Donc, première des choses, plancher, plafond, en vous assurant que ce ne soit pas le grand écart. Oui. Voilà, ça reste crédible, mais votre plancher, vous le connaissez. Vous commencez à négocier au plafond en vous disant, ben, écoute, forcément, ils peuvent me dire, écoutez, on veut rentrer dans notre budget parce que, ce que j'entends, parce que l'entreprise non plus n'a pas pour tous les postes des budgets ouverts. Il y a souvent des entreprises qui ont vraiment des budgets ouverts parce que le poste est crucial, est critique, mais il y a toujours un cap. Donc, l'autre chose que je fais souvent, c'est de demander à la personne, écoutez, voici ce que je veux. Quel est franchement le budget que vous avez pour ne pas que je vous perde votre temps et qu'on s'embrouille alors qu'on sait qu'on va pouvoir s'accorder ou pas. Quelle est l'enveloppe attribuée au poste, exactement? Quelle est l'enveloppe attribuée au poste en regardant bien la personne en face, en disant, je vous fais confiance et j'espère que vous n'allez pas me... Voilà, je pose le problème et ça gêne toujours les gens quand on leur dit, écoutez, c'est sur votre honneur que vous parlez. Parce qu'à aucun moment, il n'a pensé que son honneur personnel serait mis en jeu. Donc, et j'ai eu souvent de très belles surprises où les personnes ont dit, ben, écoute, ce que tu as demandé est dans le budget. C'est vrai qu'on voulait tirer un peu, mais c'est dans le budget. Simplement en montrant que je suis quelqu'un qui va être transparent ici et qui veut être transparent demain. Et j'ai une amie qui a été recrutée comme directeur des ressources humaines Afrique pour une multinationale. Et au cours de la négociation, elle a carrément dit à ses recruteurs, je vais être directeur des ressources humaines Afrique. Donc, croyez-moi, je vais voir le salaire de tous les autres. On est d'accord. Ce que vous me proposez, je le prends sous la foi de ce que vous êtes des personnes qui comprenaient les enjeux et le poste que vous me proposez. Mais si il se trouve que j'ai des écarts de plus de 10% en moins bien sûr, avec mes collègues, je vais réclamer un ajustement immédiat. Est-ce qu'on est d'accord? Ça a joué pour elle. Ça a joué pour elle. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir une conversation franche autour du risque de se faire avoir. Oui. Et je pense que si tu as peur de perdre la négo, parce que justement, tu as manque de confiance et tu as peur de le perdre, ben c'est justement là que tu risques de la perdre. Voilà. Si tu as peur de perdre le poste et que du coup, tu n'es pas vraiment prêt à négocier, justement là, je pense que ça peut être plus problématique qu'autre chose. Tout à fait, tout à fait. Et l'autre chose que je vais donner comme conseil pour ceux qui n'ont pas le profil de négociateur, ils pensent qu'ils n'ont pas la négociation dans leur ADN. Mais souvent, je les vois dans d'autres circonstances, sont des super négociateurs. On est tous négociateurs quelque part. Voilà. Oui. Entre négocier pour libérer des otages au Sahel ou ailleurs et négocier avec son compagnon ou sa compagne pour sortir vendredi soir, croyez-moi, c'est la même négo. On utilise des skills qui sont très, très pareils. Le conseil que je vais donner, c'est la préparation à la négo, c'est-à-dire le jeu de rôle. Le jeu de rôle est souvent très important parce que ce qui désarme en négo, c'est lorsqu'on vous dit quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et là, il faut soit vous avez beaucoup d'expérience et vous pouvez réfléchir vite et rebondir, ou bien vous commencez à tituber et vous perdez confiance. Donc, ce qu'il faut faire, je vais aller négocier avec mon employeur, il m'a demandé ma prétention. Je prends un ami, une connaissance, je dis, écoute, fais l'employeur et moi, je fais l'employé. Et donc, la personne va vous poser des questions, vous dire, bah, écoutez, non, ce que vous m'avez envoyé est trop cher, vous allez faire des scénarios et vous allez répondre. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai trouvé que le jeu de rôle est l'un des outils les plus importants pour travailler la confiance en soi. Oui.
pour partir sans se laisser distraire et savoir comment rebondir devant l'imprévu. Donc, c'est un conseil que je donne pour tous ceux qui ont peur de négocier. Ça nous est arrivé. Hein. Moi j'ai pris des jobs aussi en début de carrière sans avoir osé négocier. C'était déjà trop beau qu'on me recrute. Donc, on ne dit pas ça aujourd'hui parce qu'on a passé un certain cap. On le comprend et c'est normal. Avant toute négo, il y a un niveau de stress. Mais les jeux de rôle sont super, super importants. Surtout que ton cerveau, il ne sait pas faire la différence quand c'est pour de vrai ou si on fait semblant. Il ne fait pas la différence. Comme la chaîne le dit, crétin de cerveau. Ah bah, non, ce n'était pas un crétin de cerveau qui l'a dit. Et ça aurait pu, effectivement. Mais c'est vraiment ça, c'est très bien ce que tu dis, c'est qu'effectivement, le cerveau, il ne fait pas la différence quand on fait semblant ou quand c'est pour de vrai. Il active les mêmes zones, ça lui fait le même effet. Donc, plus vous vous entraînez à faire comme si, c'est-à-dire à faire comme si je négociais avec un vrai responsable, et entraînez-vous aussi à faire comme si vous étiez confiant en vous. Parce que c'est la même chose. Et pareil, le cerveau, il ne fait pas la différence. Donc, du coup, vous allez, tu as tout à fait raison, muscler cette confiance, muscler cette capacité de négociation, muscler cette capacité à, quand il y a effectivement une question, une situation un peu compliquée, ben, vous n'allez pas réagir en faisant comme ça, vous allez, je réfléchis calmement, puis là, je peux sortir ma réponse. Donc, c'est top ça, tu as entièrement raison. Faire comme si s'entraîner par des jeux de rôle, c'est primordial, tout à fait d'accord. C'est primordial. Et l'autre chose qu'il faut regarder, c'est avec qui je négocie. Oui. Je ne négocie pas mon salaire avec le chasseur de tête, comme je le négocierais avec les ressources humaines ou comme je le négocierais avec mon employeur. Parce qu'à la fin de la journée, c'est celui à qui je reporte qui a le budget. C'est ça. Donc, selon que vous êtes face à quelqu'un qui est sur les ressources humaines, sachez que la personne a les mains liées. Oui. OK? Idéalement, pousser pour que la négo de salaire, joli soleil, pour pousser pour que la négo de salaire soit bouclée avec celui qui a vraiment le budget. Oui. Et donc, identifier cette personne. Le chasseur de tête, souvent, il peut avoir, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours eu le soupçon qu'il peut avoir un objectif de saving sur le job qu'il propose aussi, il a un budget de 100 et qui ramène un profil qui est super à 50. Je ne sais pas quel est le deal derrière. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne veux pas les accuser, mais je sais qu'il est limité. Okay? Et que lui, il a intérêt à ce que le deal se fasse. Le HR travaille dans un budget. Donc, au niveau des ressources humaines, c'est vraiment, ils ont un budget, ils sont dedans, ils ne peuvent pas aller au-delà. Et souvent, vous demandez des choses qui sont au-delà, et si c'est avec le HR, ils vont rester sur le budget. Ou ils vont repartir vers leur commissionnaire pour essayer d'avoir plus de budget, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, identifiez dans la chaîne la personne avec laquelle vous pourrez parler budget. Et ça aide on va dire, à savoir quel argument on avance, à ne pas perdre le temps et à savoir si la personne en face est capable de réagir à l'argument ou pas. C'est ça, ouais. Il y avait une autre chose tout à l'heure que tu as dit aussi, c'est on peut négocier, en fait on négocie tout le temps dans notre vie. C'est-à-dire qu'on négocie avec nos enfants pour qu'ils aillent se coucher. Et quand tu as parlé du couple avec nos enfants, on va négocier avec les copains pour organiser une fête. Et puis voilà, pour essayer d'avoir des choses qui nous font plaisir aussi. On va négocier peut-être pour partir en voyage, et ben on va négocier le prix, on va négocier avec le conjoint, la famille pour trouver quelque chose au plus juste, le juste voyage. En fait, on négocie dans plein de pans de sa vie et c'est fou de voir qu'on va le faire naturellement sans se poser de questions et sans se mettre la pression dans les pans de sa vie parce qu'on est convaincu du bien fondé de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on veut vraiment. Alors qu'en entretien d'embauche, c'est comme si finalement on n'était plus nous-mêmes. C'est comme si c'était une espèce de bulle hors du temps, de l'espace-temps, où on ne sait plus qui on est, on ne sait plus trop où on est. Et enfin, tu vois, il y a une espèce d'ancrage dans la réalité qui n'y est plus dans l'entretien quand on manque de confiance, d'estime de soi, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de bien le redire. Et tu l'as dit, en fait, l'entretien d'embauche, pour moi, il a deux bulles psychologiques. Okay? Idéalement, cherchez un emploi quand vous en avez déjà un. Oui. Ça vous donne
d'être relax et de pouvoir faire je veux dire, d'être relax dans la négociation. Voilà. Parce que vous n'avez pas la pression du chercheur d'emploi qui dit « si je n'ai pas ce job, demain, je ne mange pas. » Si je n'ai pas ce job, demain, je perds mon lease, je perds mon mortgage, mon hypothèque, je perds ma maison, je perds ma famille. Donc, effectivement, on arrive dans la négo salariale et d'embauche avec des états psychologiques qui sont fortement dépendants de nos conditions préexistantes, si je peux le dire ainsi. Maintenant, comment débloquer cela? Comment débloquer cela? Oui, je n'ai pas d'emploi, c'est chaud, j'ai vraiment besoin de ce job, mais en même temps, je veux me donner toutes les chances d'en tirer le meilleur. Okay? Ma petite technique, c'est de dire, écoutez, le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous restiez dans votre même situation. Ensuite, avant de rentrer dans la négo, j'ai un petit rituel que je fais, surtout quand tout ce qui est entretien de travail, c'est que je regarde une petite vidéo de choses qui me font rire et qui me détendent. Pour le temps de... Vous imaginez quand vous rentrez dans une salle et que vous êtes en train de rire, vous transportez toute cette positivité. Et ça, c'est important. Il ne faut pas qu'en négo, comme au poker, qu'on sente que vous êtes tendu. Sauf si vous jouez la tension à dessein. Et on en arrive à la maîtrise des émotions. Je peux jouer le tendu en négo. Et je me souviens, une fois, on était en train de négocier le rachat d'une entreprise. J'étais chef de la délégation. C'était une filiale de multinationale. Et à un moment donné, on est arrivé sur un point où on a fait une erreur. On a donné une information à l'autre partie qui n'était pas à communiquer. Okay? Ça arrive. Et donc là, il me fallait jouer le tendu, l'embêter pour pouvoir rebondir. Et à un moment, on a simulé un appel téléphonique et puis on s'en est sorti. Bon. Après, il faut avoir 2 ou 3 tours dans son sac pour remettre le ballon au centre. Mais tout ce que vous jouez émotionnellement en négociation doit être voulu. Ça veut dire, si je joue l'anxieux, l'anxieuse, c'est vraiment pour leur foutre la pression. Je dis, vous me faites une offre, je dis, ah, ça c'est chaud, écoutez, j'aime bien, mais bon, je suis un peu tendu. Et puis, du coup, vous allez les voir, s'ils sont intéressés, ils vont se précipiter pour dire, ben non, mais pourquoi vous êtes tendu? Écoutez, on peut en parler. Et voilà. Et donc, c'est important. C'est important de rentrer en ayant ces émotions séparées de ce qu'on vit dehors et de ce qu'on recrée dans la négo. C'est ça. Voilà, pour ne pas être fragilisé. Surtout que, comme tu le dis très bien, c'est que quand on rentre dans la négo avec cet état d'esprit-là, c'est qu'on pense au passé. Enfin, on pense à ce qu'on a au passé et à ce qu'on peut perdre. Et si, là-dessus, effectivement, tu as raison, si on pensait la négo comme qu'est-ce que je vais pouvoir gagner pour améliorer ma vie, quelque chose qui sera en plus, donc finalement, qui peut être un moteur d'enthousiasme, un moteur d'énergie, au lieu d'être un paralysateur, finalement, et nous empêcher de le faire. Donc, tu as tout à fait raison, la façon de vivre et de percevoir cette négociation peut complètement changer la danse qu'on va mener avec le recruteur. Tout à fait. Tout à fait. Et pour compléter le point sur donc, connaître l'environnement de la négo, il faut savoir que l'entreprise a intérêt. Si vous en êtes arrivé là, elle veut vraiment avoir une conversation autour de cela. Et vous le saurez déjà si vous ne pouvez pas vous entendre. J'ai été dans des entretiens où l'offre était telle que je sais qu'on ne pourrait pas s'entendre. Parce qu'il y avait un gros décalage entre tout le bagage émotionnel qu'on avait tissé au cours de l'entretien et quand on arrive à l'offre, écoute, le soufflet retombe parce qu'ils veulent bien, mais ils n'ont pas les moyens. Okay? Parce qu'ils veulent bien, ils n'ont pas les moyens. Et c'est là où j'en arrive avec une notion que j'appelle la partie non quantifiée du salaire. La vraie question qui va se poser à vous souvent, c'est de dire, est-ce que je suis valet au château de Versailles ou est-ce que je suis roi à Tombouctou? Je comprends. Et souvent, il faut être roi à Tombouctou pour que quand il y a la réunion des rois du monde, on puisse vous inviter. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément plus riche qu'un valet d'un autre royaume.
de Buckingham, par exemple. Non, mais et donc c'est là où je dis attention, l'argent, le salaire, c'est important, mais regardez toujours en adéquation avec le poste. Et c'est là où la négo, elle est globale. Quand je voulais passer de responsable juridique à directeur, c'est un cap qui est souvent assez difficile à franchir. Et donc, je travaillais pour Unilever, j'étais responsable juridique, et je cherchais un job de directeur. Je voulais passer dans l'autre étape. Et il m'a fallu faire quoi? Il m'a fallu accepter, par exemple, d'aller en PME, où j'ai plus facilement obtenu le poste de directeur. Même si, en termes de notoriété et autres, ça paraissait moins prestigieux qu'une multinationale comme Unilever. Mais en passant dans ce job, je veux dire, en acceptant d'être roi à Tombouctou et non pas valet à Buckingham Palace, ça m'a permis de rentrer dans le réseau des directeurs. Donc, je n'ai pas perdu d'argent, j'ai à peu près gardé ma rémunération, mais mon objectif ici, c'était de passer un cap. Et je peux te dire que ce cap-là m'a aidé. Plus jamais on ne m'a proposé de poste en dessous de directeur. Donc, quand on négocie aussi, il faut tenir compte de ça. C'est la notion de gagnant-gagnant. Ça veut dire, je n'ai peut-être pas gagné sur tout ce qui est chiffres, mais j'ai gagné une position qui demain va me permettre de rebondir, de revendre mon profil et ainsi de suite, quoi. C'est ça, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est sur le court terme immédiat, c'est que des fois, c'est un pari aussi sur le long terme, en fonction de son profil, de son expérience, et quels moyens nous, on va se donner pour justement atteindre nos rêves et pouvoir monter. Et pour, comme tu nous l'as gentiment témoigné, je te remercie, être là où tu en es aujourd'hui avec tous ces efforts, ce changement de stratégie que tu as mis en place et toute cette réflexion-là. Donc, merci de la partager parce que c'est une réalité, c'est un chemin aussi à ouvrir, voilà, pour y arriver. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut, et tu l'as dit, et tu l'as bien dit, la négo de salaire, elle s'installe dans une stratégie à long terme. Oui. Je perds un penny aujourd'hui, je perds 1 euro aujourd'hui, parce que je sais que le job dans lequel je vais va me permettre d'en gagner 10, peut-être dans 1 ou 2 ans. Okay? Mais je peux me forcer à vouloir gagner ces 10 là aujourd'hui, et puis sur un job, par exemple, qui ne va pas me permettre de déboucher. Et je dis toujours, c'est un principe personnel. Je ne prends jamais de décision uniquement fondée sur le niveau de rémunération. Uniquement fondée sur le niveau de rémunération. Et je te parlais tout à l'heure de ce job où la personne, j'ai donné ma rémunération croyant que j'étais top, et puis ils m'ont dit, oh, c'est que ça. Je suis rentré dans mes petits souliers. Et donc, là-bas, je n'avais pas de problème de rémunération. Mais, par contre, j'ai décliné l'offre. J'ai décliné l'offre parce que quand je me projetais dans le job, je ne me voyais pas dans le job. Et ça m'écartait de ce que je voulais. 2 mois après, j'ai une offre pour être expatrié ici à Londres, par exemple. Donc, être fidèle à ses principes, ne pas, comme on dit, l'argent, c'est important pour faire les courses. Oui. Mais la carrière est tout un ensemble. Je dis, c'est le plus grand projet de vie qu'on puisse avoir quand on a décidé d'être salarié. Après, si on a décidé d'être autre chose, il y a autre chose. Donc, ça va durer 25 ans en moyenne, ou pour 30, 40 pour certains. Si vous planifiez bien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur les 40 ans. Donc, il faut avoir cela. Mais ça suppose aussi que si vous commencez à perdre de l'argent en début de carrière, c'est beaucoup d'argent cumulé si vous les reportez aux 40 ans. Voici pourquoi c'est important de vous préparer à la négociation, de ne pas partir en improvisant, de ne pas avoir de complexe parce que l'employeur en face veut que vous négociez. Sinon, il n'aurait pas perdu son temps à vous entretenir. Voilà. Donc, partez en vous disant, ils veulent que je négocie. Ils n'ont peut-être pas toutes les cartes en main, mais je vais les aider à pousser un peu leur budget. Et puis après, il y a toujours ne pas regarder que le salaire, regarder les à côté. Et souvent, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que si on ne peut pas augmenter le salaire, on vous donne ce qu'on appelle un welcome bonus, qui est un montant qu'on vous donne parce que vous rejoignez
pour vous permettre de compenser un peu ce que vous n'aurez pas eu dans la négo. Donc, voici, Tu as bien raison. voici ce que ça peut être la danse. C'est beau, moi j'aime bien comment tu en parles. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec toi. J'aime beaucoup ta vision de la négociation. On s'y rejoint vraiment avec ses valeurs. Et du coup, pour terminer, on peut revenir sur l'affirmation de soi et la capacité à dire non. Parce que la négociation, c'est savoir dire oui et savoir dire non. On est d'accord? Voilà. Donc il y a plus de non au début et le oui est souvent plus pour, voilà, pour les étapes. Quand on a négocié quelque chose, on peut passer au suivant. Et ce qui peut être important aussi à dire, c'est qu'au niveau de l'affirmation de soi et de la négociation, ne vous justifiez jamais. D'ailleurs, ça vaut pour tout. Hein. Ça vaut quand un patron vous dit « Tiens, tu vas me faire ça le week-end, il y a un dossier en retard. » Et là, vous allez commencer à dire « Non, mais j'ai les enfants, puis j'ai ça, puis j'ai ça. » Puis en fait, là, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Du coup, le patron, il va prendre ça comme excuse. Il va vous le renvoyer. Et puis en fait, vous allez faire ce qu'il vous a demandé. Donc, un petit conseil peut-être à voir si tu es d'accord avec ça, c'est entraînez-vous dans votre famille. Par exemple, avec Patrick. Entraînez-vous avec Patrick. Entraînez-vous avec votre mari, vos enfants, à leur dire non. Et ensuite, de proposer une alternative. Non, mais quand même, on est dans la négociation. Pas dans la violence. Attends, j'arrive. Vite, à venir. À dire non, laisser la personne intégrer ce non et ensuite proposer une alternative. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses du coup de ça et de s'entraider dans sa famille justement à prendre confiance en ça? Écoute, tu m'as bien vu venir et j'aurais dû te laisser finir. Tu as dit ce qu'il faut. Dire non, le commentaire que je ferai sur dire non ne veut pas dire le mot non. C'est ça. Voilà. Et surtout quand on est en égo, ça ne veut pas dire le mot non. Autant ça va être adapté quand on est dans une position d'autorité, de dire non, autant en égo, on n'est pas toujours en position de force. Donc, il faut arriver à dire non. Et moi, mon conseil, c'est dites non sans peut-être jamais utiliser le mot non. Encore mieux, très bien. Alors, comment tu dis non sans dire non, toi, par exemple? Bah, écoute, c'est toujours la politesse généralisée, comme je l'appelle. On vous fait une offre. Vous dites, franchement, c'est une belle offre. Merci pour l'offre. Cependant, ça ne correspond pas à ci, à ça, à ça. Et que, voilà. Donc, comme tu as dit, j'accepte l'offre. Okay? Je vous remercie pour l'offre. Toujours remercier pour l'offre. Oui. Et quand la personne pense qu'elle vous tient, en ce moment, vous développez. Ce qui fait que vous ouvrez des options. Oui. Okay? Et donc, pour moi, c'est ça. Et je l'ai appris avec les vendeurs. En Côte d'Ivoire, on négocie beaucoup avec les vendeurs. Et souvent, quand ils ont envie de vous dire non, quand vous leur tendez de l'argent, et quelque chose qui coûte 20 000 francs CFA, je vais l'acheter à 10 000 francs. Et le vendeur va vous dire, 10 000 francs, c'est l'argent, c'est sûr. Mais si je prends ça, je perds de l'argent. Et donc, du coup, il vous oblige à une empathie qui ne vous a pas dit non, il n'a pas rejeté votre offre. Et il vous ouvre. Et en fait, c'est là où il faut, l'option, comme tu l'as dit, permet d'ouvrir la zone d'empathie de l'autre. Effectivement, j'entends l'offre et je me souviens une fois, je dis à l'employeur, je dis, j'entends l'offre, mais j'ai l'impression que tu n'as pas envie que je quitte mon employeur alors. Parce que ce que tu m'offres, c'est même pas ce qu'il m'offrait. Ou ce que tu m'offres, c'est pas, ça correspond pas à ceux dont on parle, au job dont on parle. Et je sais que, voilà. Donc, après, on fait basculer la conversation ailleurs. L'idée, c'est de vraiment leur dire non et puis de faire basculer la conversation en disant ce qui m'intéresse, c'est qu'on délivre le job. C'est qu'on fasse ci, c'est qu'on fasse ça. Et donc, quand on repart sur la conversation, du coup, ça le met dans la position de dire, à contrario, donc, c'est moi qui suis le blocage. Donc, après encore, c'est de la danse. Il n'y a pas de formule toute faite. Mais, et d'où la question, comme tu l'as dit, entraînez-vous à dire non. Ça s'apprend. Avec enrobage, en tout cas, comme tu as dit, que ce ne soit pas frontal. On n'est pas là pour être frontal.
Mais On c'est, n'est pas là pour être frontal. voilà, c'est je t'ai Bon. entendu, Maintenant, ça dépend. mais Ça là, dépend. j'attends pas. Voilà, Il y a c'est des pas, gens qui méritent qu'on aille frontalement. ça peut Il y arriver. a des gens qui méritent qu'on aille frontalement. C'est à vous de regarder les circonstances. Encore une fois, c'est pour ça que c'est un art. Je peux vous dire dans telle circonstance enrobée, Oui, mais dans une autre circonstance, regardez les circonstances et dites, écoutez, on ne va pas perdre le temps, ça va pas passer. OK? Voilà. Et ça peut être très frontal, mais tout va dépendre de si vous êtes en face ou si vous êtes à l'écrit. c'est ça. Encore une fois, parce qu'il y a la dimension négociation de salaire à l'écrit qui nécessite qu'on fasse attention à comment on écrit et autres, parce que la personne n'est pas là pour regarder votre gestuelle et pour se rendre compte qu'on n'est pas dans le conflit. Oui. Donc, encore une fois, il se peut qu'on dise non comme tu l'as suggéré, ou il se peut qu'on l'enrobe. Voilà. Voilà. Et tout est question de circonstances, comme en négociation. En tout cas, pas se justifier. Hein, si on commence à dire peut-être, ah oui, mais là, je pourrais plus payer les trucs de ma fille, je pourrais plus payer les Non, cours. jamais aller sur Pas les choses l'affaire du personnelles. recruteur, ça. Non, non, jamais. Ce n'est pas à eux de savoir si vous avez 12 gosses ou 26 gosses à nourrir. Si vous commencez comme ça, ils vont avoir peur. Demain, ça va être compliqué. On ne négocie pas parce qu'on a des problèmes personnels. Exact. On négocie par rapport à une performance qu'on va apporter à l'entreprise et à un potentiel. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vous, c'est le professionnel qui sont en train de recruter. Ils ne recrutent pas vos problèmes de maison parce que celui qui vous parle, vous ne savez même pas s'il arrive à boucler ses fins de mois. Vous ne savez pas s'il a quelqu'un de très malade dont il s'occupe et qui suce tout son salaire. Vous ne savez pas. Donc, les problèmes personnels ne sont jamais un argument de négociation. Ils sont surtout là, ils sont à la porte. Autant on est nous-mêmes, dans le sens où on ne met pas un masque social, on ne joue pas un jeu dans ce sens-là. On est nous-mêmes, mais notre façon de nous présenter et ce pourquoi on est là, l'objectif, effectivement, ce n'est pas la maison, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les cours, c'est vraiment, comme tu disais, la valeur qu'on va apporter à l'entreprise. Après, tout ce que nous, on vit à côté, à ce moment-là, ce n'est pas leur souci et ça ne doit pas rentrer en ligne de compte dans la négociation. C'est vraiment dédivisé, comme tu l'as très justement redit, d'être vraiment visé sur ce qu'on va leur apporter par rapport au poste, aux responsabilités qu'on va prendre, au projet peut-être qu'on va mener, mais c'est vraiment focus là-dessus. Le reste, j'ai envie de dire, ça nous regarde, c'est notre responsabilité à nous, comme tu disais, de trouver après un poste, une rémunération juste, en tout cas que tout soit cohérent avec, voilà, avec nous-mêmes, avec notre vie, avec notre projet, notre carrière, que tout ça soit cohérent ensemble. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est cela. Et mon mot de fin, c'est apprenons à danser. Oui. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut apprendre à danser. Il faut se regarder danser. Parce que j'ai un gros débat. J'ai un gros débat avec mon épouse qui estime qu'elle danse mieux que moi, ce que je ne crois pas. Donc, ça suppose qu'il y a l'un d'entre nous qui ne s'observe pas danser. Et il y a de très fortes chances que ce soit moi, mais bon, on verra. Donc, on a prévu de s'enregistrer danser et puis de se regarder. Ça peut tout changer. Donc, pareil pour la négo. Regardez, vous négocier et puis apprenez de vous-même, de vos erreurs. Et Aurore est là, venez la voir pour travailler sur votre personnalité, sur votre carrière professionnelle. N'hésitez pas, vous avez besoin d'aide. Quelqu'un a dit que si on se perd, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, mais c'est parce qu'on n'a pas la carte. C'est ça. Okay? Quelle que soit votre détermination, comme on dit chez nous, le cultivateur a beau être motivé, il ne peut jamais venir à bout de la broussaille les mains nues. Et donc, venez voir Aurore, elle a des outils qui vont super vous aider à avancer votre carrière. Merci, jeune homme. Eh bien, écoutez, moi, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec Patrick. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo. Ouais. Enfin, on a pu la faire. Je te remercie infiniment. J'espère qu'on a pu répondre à des questions, à vos questions. Après, effectivement, c'est au cas par cas, en fonction de soi-même, de comment on est soi, de l'entreprise qu'on vise. C'est vrai qu'après, c'est au cas par cas. Mais donc, on a essayé vraiment de vous donner des axes de réflexion, d'outils, de bonne humeur pour vous décomplexer de la négociation, vous aider à voir différemment ce moment-là de l'entretien d'embauche,
de le voir comme quelque chose finalement de naturel, comme quelque chose où on a le droit de se poser, pas de s'imposer, enfin, je pense que c'est pas le bon terme, mais de se poser en tout cas, de se poser, de montrer ses pièces et ses points forts, d'être dans l'écoute de l'autre, d'être dans cette attention à l'autre. Mais quand on veut vraiment quelque chose, je vous jure que vous ne lâchez rien. Si vous voulez sortir ce soir avec votre femme alors qu'elle est naze, ou inversement, si vous voulez sortir avec votre mari alors qu'il est naze, je suis certaine, mais certaine, que vous en êtes tellement convaincu que vous allez de toute façon y aller, que de toute façon, votre conjoint, il n'aura pas le choix, de toute façon, il va y aller, et de toute façon, voilà. Et c'est vrai, quand on est convaincu de quelque chose, de toute façon, les portes, elles vont s'ouvrir. Voilà, je pense que c'était mon petit mot, moi, en tout cas pour la fin. Est-ce que toi, tu veux rajouter un petit mot? Te dis merci Aurore pour ce moment. Effectivement, ça fait longtemps qu'on fait des chassés-croisés et aujourd'hui, la vie a permis qu'on ait cette conversation. Et c'est toujours un plaisir, c'est toujours un moment, c'est toujours un rayon de soleil de recevoir ton énergie positive et ton enthousiasme. Donc, franchement, merci de m'avoir invité. Et puis, bonne chance pour la suite. À toi aussi, que de belles choses, plein de belles choses à vous également qui nous avez entendus. On se retrouve pour de nouvelles vidéos avec d'autres intervenants. J'ai d'autres projets en tête pour vous, pour toujours vous inspirer ce pep, cet enthousiasme et que vous soyez à votre juste valeur, que justement vous voyez pour qui vous êtes vraiment, pour vous valoriser et vivre le mieux possible la recherche d'emploi. Merci infiniment, Patrick. Je t'embrasse très fort. Merci. Et à bientôt. Bye bye. Et à bientôt.